Les conflits de territoire ont repris de plus belle au Mali au mois d'avril 2026, avec des attaques que les médias européens qualifient de simultanées et complexes contre des casernes et des positions stratégiques. Pour cela, un rapprochement inédit est observé entre des groupes armés, notamment le Front de libération de l'Azawad FLA et des groupes djihadistes comme le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Jenin. Ce type d'alliance permet de multiplier les forces contre l'armée malienne. Pourtant, historiquement, les deux mouvements ont des objectifs différents et sont parfois devenus rivaux. Le Jenim est une coalition djihadiste affiliée à Al-Qaïda, active dans tout le Sahel. Son objectif est l'instauration d'un ordre islamique transnational. Ses méthodes reposent sur la guérilla, les attentats et la terreur pour affaiblir les États. Le FLA, quant à lui, est un mouvement séparatiste touareg, héritier des rébellions du Nord. Il revendique l'indépendance ou l'autonomie de l'Azawad au nord du Mali et s'appuie sur une légitimité communautaire et la mémoire des luttes touareg. Le FLA se méfiait de l'agenda transnational du djihadisme, tandis que le Jenin considérait les séparatistes comme des concurrents pour le contrôle territorial. Leur subite alliance est suspecte. Il est vrai, expliquent les spécialistes du Sahel, que rétrospectivement, en 2012-2013, une alliance avait été conclue entre le mouvement national de libération de l'Azawad et des groupes terroristes, notamment AQMI et Ansardine, pour chasser les forces maliennes du nord du pays. Mais la dernière alliance, que BBC qualifie de contre-nature, repose sur une complémentarité. Le Front de libération de l'Azawad apporte une légitimité locale, une connaissance fine du terrain et des réseaux communautaires, alors que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans fournit une puissance de feu, des combattants aguerris et une logistique transnationale. Leur objectif affiché, c'est de faire tomber le pouvoir militaire conduit par le général Assimi Goïta depuis 2020. Et pour cela, ils n'hésitent pas à prendre pour cible les membres du gouvernement physiquement, comme le ministre de la Défense Sadio Kamara, tué dans l'attaque de sa résidence le 26 avril 2026. La même méthode utilisée par les États-Unis et l'Israël quand ils ont frappé le 28 février 2026 une demeure où se trouvait le guide suprême de l'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, causant sa mort et celle des dizaines de membres du haut commandement iranien. L'idée était de couper la tête pour que les membres se dispersent. Le retour en force des mouvements terroristes qui unissent leurs forces contre l'ennemi commun ressemble à une revanche. Depuis que la puissance coloniale a été chassée comme un malpropre du pays en 2020, il était illusoire de penser que le maître d'hier allait avaler la pilule. Une bataille était perdue pour lui, mais sûrement pas la guerre. Que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, les militaires qui ont pris le pouvoir ont clairement pointé du doigt la France comme étant derrière le désordre au Sahel, d'où le démantèlement de leurs bases militaires. Mais on sait, comme le soutient Éric Yumbi, que l'Empire refuse de mourir. La main de la France est encore vue par les activistes panafricanistes derrière la résurgence du terrorisme au Mali et davantage derrière la stratégie qui a mis en contact les différents mouvements de terroristes et les a convaincus de se mettre ensemble contre le gouvernement malien. Au-delà du vieux démon colonialiste, le cinéaste Jean-Pierre Bécole voit aussi derrière cette résurgence du terrorisme une guerre raciste motivée par ce qu'il appelle la White Solidarity. Il explique qu'à la tête des mouvements dits terroristes, Azawad, Jenin, tous ces groupes qu'on nous présente comme djihadistes, on trouve des visages à la peau claire. En face, l'armée malienne et les populations du Sud sont majoritairement noires. C'est un fait visible, personne ne le dit, tout le monde feint de ne pas le voir. L'Algérie soutient ouvertement ces mouvements. En Mauritanie, au Maroc, en Tunisie, leurs Noirs subissent un racisme quotidien documenté. En Tunisie, des migrants subsahariens sont chassés dans la rue. En Mauritanie, d'anciens esclaves luttent encore pour l'égalité. Ces pays, officiellement frères africains, pratiquent une discrimination systématique contre les Noirs. À cela s'ajoute une solidarité plus lointaine, plus insidieuse, la White Solidarity venue d'Europe, principalement de France. Les Français, dans leurs films et romans, entretiennent une vénération presque mythique pour l'homme bleu du désert de Touareg, figure noble, romantique, mythifiée. Pendant ce temps, les Noirs du Sahel sont invisibilisés, réduits à des figurants. Une histoire qui commence avec l'invention de l'Afrique à coloniser. Lors de la conférence de Berlin en 1884-85, aucun Africain n'était présent. Des gens se sont réunis pour décider du sort des millions d'autres sans eux. Ils ont décidé que l'Afrique du Nord était blanche. Pourtant, il y a peut-être autant de Noirs que de Blancs dans cette région, mais ils ont été effacés, invisibilisés. Ils ont décidé que l'Afrique australe était blanche aussi, simplement parce que quelques colons européens s'y étaient installés. Ce sont ces catégories, ces hiérarchies, ces blancheurs arbitraires qui structurent encore aujourd'hui nos imaginaires et nos guerres.
Pour le cinéaste, il existe des projets connus de refaire les frontières, de repartager l'Afrique, d'homogénéiser cette bande du nord du Mali qui s'étend bien au-delà pour en faire un territoire des Africains blancs. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité que les diplomates, les think tanks, les journalistes sérieux refusent de nommer. Mais elle reste une réalité dont le but ultime est de toujours décider à notre place. En effet, qui est le noir pour être propriétaire des sols riches en dessous?